Je t'embrasse, mon mari. Je t'embrasse, Bolingo Nanga. Komba Yesu matili kono. Yesu yazanyo sopona ngai. Mutu akolongola ngai Yesu na motema zate. Na banda ki na nkuku lelo bimi na poisa. Komba. Les gars, dinguerie là ce que je viens de comprendre, mais vraiment. J'ai compris que pas tout le monde veut ta lumière. Les gens ne veulent pas ta lumière. Il y en a, ils ne veulent pas ta lumière. Et tu sais pourquoi? Parce que tu les renvoies trop à leur obscurité. Quand ils te voient, en fait, tu leur renvoies trop à leur mal-être. Tu les renvoies trop à tout le taf qu'ils n'ont pas fait, tout le travail qu'ils n'ont pas fait, la guérison. Donc en fait, le problème, c'est que là, maintenant, ma vie tourne autour de la guérison, mais vraiment. Et voilà, je deviens un petit peu peut-être limite parano, mais maintenant que j'ai fait ce travail, ça m'a pris tellement de temps à le faire. Quand je vois une personne qui agit d'une façon bizarre, je le prends même plus contre moi, mais vraiment plus du tout. Mais c'est impressionnant, j'étais pas comme ça avant. J'étais vraiment pas comme ça. Maintenant, je me dis juste, mon Dieu, la pauvre, elle a pas encore guéri. Et du coup, je la renvoie trop à son mal-être. C'est comme ça que je le vois et du coup, je prends plus du tout les choses à cœur. Mais vraiment, la guérison, c'est très important. On a tous besoin de guérir, hein. On a tous besoin de guérir. C'est pas, ça veut pas dire que t'es traumatisé ou quoi. C'est juste qu'il y a un travail à faire qui est extraordinaire et pas tout le monde a envie de faire ce travail. Et ces gens, justement, qui n'ont pas envie de voir ta lumière, il faut s'en méfier un petit peu. Il faut faire attention à eux, en tout cas. C'est que c'est les premiers qui vont mal parler sur toi. C'est les premiers qui vont te décrédibiliser en disant « mais elle est trop bizarre, elle est trop dans son monde, etc. » C'est les premiers qui vont te dire « mais tu crois que tu vas m'apprendre la vie ou quoi ?» Ces gens-là, ils n'ont pas fait le travail. Ils n'ont pas fait le travail. Donc, ils n'ont pas envie de voir des gens avec de la lumière. C'est aussi simple que ça. En fait, vu que tu les renvoies à leur mal-être, ces gens-là, ils vont toujours te chercher à t'exclure des groupes, à mal parler derrière ton dos, à vraiment essayer de te porter préjudice. Hein. Donc, faire attention, vraiment faire attention. Il faut rester qu'avec les gens qui sont dans cette envie de guérir. Je ne dis pas qu'avec des gens qui ont guéri, parce que c'est un cheminement, c'est un travail, ça se fait tous les jours. Mais il y a des gens, ils n'ont pas envie d'être là-dedans. Donc, en fait, laisse-les, tout simplement. Quel est le mode opératoire des femmes africaines pour empêcher donc l'émancipation du collectif et donc l'autorité masculine de pleuvoir sur le collectif africain? Il ne faut pas que l'homme afro, plus particulièrement l'homme bantou, ici je parle beaucoup, un théoricien camerounais m'a donc corrigé sur ce problème. J'ai regardé et observé certaines de ces interventions et j'ai compris que ceux que je qualifiais d'Africains, en réalité, c'était les Bantous, la culture Bantou d'Afrique centrale. Donc, une fois qu'on perçoit chez vous de la singularité, de la combativité, une fois que celle-ci, c'est-à-dire la femme bantou, s'aperçoit qu'il y a un homme noir, bantou, qu'il y a de la singularité, il va y avoir une connivence de toutes les femmes bantou. Très vite, vous allez être repérés, très vite, elles vont vous pointer du doigt, et très vite, entre elles, elles vont se réunir et s'organiser pour vous empêcher de nuire, pour porter sur vous l'anathème du mauvais ou du misogyne, de celui qui a un problème. Vous connaissez l'argument massu qu'elles utilisent. Je pense même qu'aujourd'hui elles sont fatiguées. Cette histoire de « il dénigre la femme noire », ça avait beaucoup de succès à l'époque. Ça, c'était avant qu'il y ait donc cette montée en puissance de tous ces mouvements masculinistes. Je crois que maintenant elles se calment un petit peu. Donc, elles se calment parce que, bien entendu, leurs arguments sont analysés à la loupe aujourd'hui. C'est plus des blagues. Et donc, dès qu'elles perçoivent chez vous de l'intelligence, ça peut se passer dans le milieu scolaire, au lycée, ou lorsque vous êtes plus jeune,
ou dans la rue, hein, lorsque vous avez une réputation ou quoi que ce soit, quand elles remarquent chez vous de la singularité, de la combativité, elles vont se réunir entre elles. Il faut savoir que partout où vous trouvez un groupe de femmes afro, la solidarité a pour finalité, pour pilier, donc le Machiavel. Ce sont des femmes qui sont solidaires, très solidaires dans la malveillance. Ne me demandez pas pourquoi, je pense qu'il y a un certain équilibre, et que, au moins, l'homme afro va être vertueux, au plus, la femme afro va se laisser aller à toutes sortes de débordements. Je pense même qu'elle aime ça. Le déséquilibre du monde noir repose sur l'incapacité qu'a l'homme noir de faire preuve d'honnêteté, de sincérité, de vertu, et l'incapacité de la femme noire à faire preuve d'honnêteté, de sincérité et de vertu. Donc le déséquilibre du collectif va reposer sur ces deux particularités-là. L'homme noir étant dans l'incapacité à recadrer, ça va laisser libre champ aux femmes afro de faire valoir toute forme de caractéristiques folkloriques, comme l'adaptation et l'amour de Jésus. Ce qui attire la femme bantoue dans le personnage de Jésus, c'est qu'il n'existe pas. Du moins, dans son univers, il n'existe pas. Mais tout homme particulier, avec des particularités d'autorité, dans son milieu, va être un ennemi. Jésus n'est pas vraiment considéré comme une autorité, c'est quelqu'un qui tend la joue, c'est quelqu'un de féminin, et surtout, sa plus grande qualité, c'est qu'il est blanc. Ou du moins, c'est comme ça qu'il est perçu, c'est comme ça qu'il est représenté en général. Et donc, ces caractéristiques que je définis ici vont jusqu'à dans l'éducation. Avez-vous déjà vu, je vous pose la question, une maman bantoue souhaiter que son fils devienne un génie? Bien sûr que non. Alors comment pourra-t-il le devenir? Vous comprenez que la chasse à la maman africaine, c'est la chasse aux sorcières. On parle ici d'un profil psychologique qui a pour finalité la castration des hommes dans le groupe pour s'octroyer une forme de pouvoir. Et la finalité, c'est tous ces hommes qui n'ont Dieu que pour l'autorité féminine. Ça sonne horrible, hein, l'autorité féminine. Mais c'est ce qu'on retrouve dans le milieu kamite, hein, pour ceux qui ont suivi certains gars là-bas, des histoires kamites. Même lorsque ceux-ci s'avèrent être des scientifiques, des intellectuels, qui, tout au long de leur vie, se sont attachés à une cause qui est le panafricanisme, le kémitisme. À côté de ça, malgré le manque de soutien dont a pu bénéficier la majorité de ces hommes, ils s'accordent toujours à faire valoir la femme, la mère. L'éducation, c'est comme les habitudes. Il est dur de s'en débarrasser. Je vous renvoie à Carl Gustav Jung. L'ombre, la nécessité de faire valoir votre ombre, de réveiller l'ombre qui est en vous, sinon vous ne comprendrez pas le cercle. Et je vous renvoie aussi à Nietzsche, qui pensait que l'émancipation de l'être passait par la chasse à la moralité qui lui avait été inculquée, en d'autres termes, son conditionnement à être moral. Donc il avait un petit problème avec nos amis les autres, là. Ceux qui attendent un sauveur. Vous pensez bien que, en écoutant mes références, je me rends bien compte que les penseurs qui émancipent sont des penseurs occidentaux. Ce sont des penseurs occidentaux. Parce que l'intellectuel africain,
en tout cas ceux que je peux observer actuellement, et je pense que c'est quelque chose qui est récurrent, hein, même lorsqu'on va le chercher un peu plus loin, les Africains sont moraux. Leurs penseurs sont moraux. Mais le problème, c'est que pour sortir d'une situation psychique décadente, il faut maîtriser son ombre et son obscurité. Et quand l'ombre n'est pas nourrie, lorsqu'il y a un complexe de l'ombre, donc une éducation castratrice qui vise à nous assimiler, il est très difficile de se connaître totalement. Lorsqu'on essaye d'effacer une part de notre entièreté. Cette part, c'est notre ombre. Je vous invite à la visiter. Je vous invite à visiter votre ombre. Ainsi, vous serez les bienvenus dans le cercle. Alors, lorsque tu parles d'une manière assez intelligible, lorsque tu donnes l'impression d'être quelqu'un d'instruit dans le milieu africain, on te dira, lui ou toi, tu parles comme un blanc. Tout ce qui est africain, selon beaucoup d'Africains, sera perçu comme quelque chose de minime, de minimaliste. On vous dira qu'il y a un arabe littéraire. Donc, cela sous-entend qu'il y a dans l'arabe, dans la langue arabe, une élite. Vous pouvez parler le français de banlieue, faire du verlan, etc. Mais il y a, sur le plan culturel, une élite littéraire dans le monde français. Mais il n'y a pas d'élite dans le monde plus particulièrement bantou. C'est-à-dire que les Afros n'ont pas dans leur cerveau un mécanisme de fierté les poussant à pousser leur particularité au maximum de ses possibilités pour faire valoir le collectif. Le problème, c'est ça. C'est le manque d'esprit collectif. Mais comment peut-il y avoir du collectif lorsqu'il n'y a pas d'homme, d'autorité ? Dans le monde noir, il n'y a ni homme, ni ombre. Vous ne vous autorisez pas deux choses. C'est l'homme, donc le mal, et le mal. Le mal au sens où faire le mal, vous défendre. 10 ans, vous vous faites violer à l'est du Congo, on est parti pour que ça dure. Vous ne vous autorisez pas la singularité. Et la singularité passe par l'acceptation de son côté obscur. Et maintenant, vous avez les gardiennes de la moralité ambiante, représentées par la femme afro, qui vous empêchent d'émerger dans une volonté de vous singulariser. Parce que la singularité met à mal le couple et met à mal la possibilité pour ces mères afro et ces femmes afro de gérer leur environnement. C'est comme ça qu'elles gèrent leur environnement depuis maintenant trop longtemps. Et elles ne veulent pas que ça change. C'est dans cette sécurité-là, parce que l'insécurité collective, c'est la sécurité pour l'instant de la femme africaine, parce que l'homme étant autorité, il doit apporter une sécurité, il doit apporter une moralité particulière qui repose sur ses intérêts, sur ses intérêts de conquête. Pourquoi l'homme noir n'est pas conquérant ? Le résumé de cet audio peut vous l'expliquer pour ceux qui ont des oreilles pour entendre. Il ne peut pas être conquérant dans ce type d'atmosphère. Dans un milieu où la femme est autorité, l'homme ne peut pas avoir des volontés de conquête. Il est destiné à avoir des besoins de ménagère. C'est pourquoi vous voyez tous ces hommes noirs faire des vidéos sur comment gérer son couple, etc. C'est pas à lui de se poser ce type de questions. Lui, il doit trouver une équipe d'hommes solides et monter des coups, faire quelque chose. On a affaire à des fonctionnaires en général, surtout dans le milieu bantou. Vous devez comprendre que la femme bantou, et pour celle que j'ai analysée, plus particulièrement la femme congolaise et la femme camerounaise, sont très réfractaires à votre intelligence. Parce que l'intelligence est masculin.
Les femmes ne créent pas de civilisation. Et lorsque vous avez des réunions autour d'une table où vous voyez une nana qui commence à parler, à gesticuler avec ses bras et à faire l'intellectuel, vous pouvez être sûr que le niveau n'est pas à son comble. On est bien loin du temps de Diop qui fait face à d'autres intellectuels avec Obenga et consorts. Donc, ces femmes bantoues sont réfractaires à votre intelligence, elles préfèrent les cadeaux. Elles aiment les cadeaux. Elles aiment le Père Noël, Jésus. Lorsqu'elles vont à l'église, elles attendent qu'on leur donne des cadeaux par le biais de leurs prières. Vous voyez, la femme bantoue ne s'attache pas aux hommes. Elle n'aime pas les hommes, plus particulièrement les hommes afro. Parce que ce sont des hommes à l'égard de qui elle a le regard d'une mère. Ce sont des hommes qu'elle ne sexualise pas du tout. Ce n'est pas dans sa finalité d'attendre le guerrier. Et donc, elle va chercher chez l'homme la promesse. Et c'est pourquoi les menteurs, les baratineurs, les prédicateurs en tout genre, les gourous auront beaucoup de succès avec ces femmes parce qu'elles s'attachent à leurs promesses. Lorsque vous voyez une femme bantoue attachée à un homme bantou, vous pouvez être sûr que celui-ci est un baratineur. Regardez dans votre entourage. C'est un manipulateur, c'est un homme qui promet des choses qu'il ne réalisera jamais. Mais ça n'a aucune importance pour elle. Parce que ce qu'elle cherche, ce n'est pas la vérité. Ou sinon, elle chercherait l'homme valable. L'homme qui la recadre. Ce qu'elle cherche, c'est le mensonge. Ce qu'elle aime, c'est le mensonge. La perruque, Jésus, tout ce qui sonne faux. Tout ce qui l'éloigne d'elle-même, d'une remise en question et d'une introspection. Elle est allergique à ça. Donc si vous voulez monter en tant que collectivité, vous devez prendre en considération cette réalité-là. Vous n'avez pas le choix. Je sais que les Kamites et les panafricains en général n'ont pas ce courage-là. Parce que souvent, leur culture, ils l'adorent tellement qu'ils ne la remettent pas en question. Souvent dans les vidéos quand je fais là, et des Balthazar viennent me voir dans les commentaires, elles disent quoi? Elles disent oui mais comment tu peux dénigrer la femme autant? Pourquoi tant de haine sur la femme alors que t'as une mère? Vous la bande de Balthazar, déjà avec votre kilométrage qui est incalculable, vous pensez que vous n'allez pas devenir des mères de famille un jour dans votre vie? Vous aussi vous allez devenir des mères de famille. Donc si vous êtes des Balthazar déjà quand vous êtes sans enfants là, vous pensez que votre balthazarité que vous avez là, votre balthazarité kilométrique, vous pensez qu'elle va s'évaporer une fois que vous allez avoir vos gosses? Même les mères, d'ailleurs je vais vous dire, les premières Balthazar c'est qui? C'est nos darons. Je vous le dis, je tamponne, je signe. Les premières grandes Balthazar. Vous croyez que les Balthazar d'aujourd'hui là, vous croyez que leur balthazarité, elles l'ont hérité de qui? Après le seul avantage, je dirais peut-être, c'est que nos mères, de manière générale, ce sont des grosses Balthazar, mais c'est juste qu'elles n'ont pas de kilométrage. Tu vois ce que je veux dire? Mais tout le vice comportemental, la méchanceté, l'hypocrisie, c'est-à-dire vraiment tout l'instinct démoniaque, que ce soit nos mères ou bien les femmes de nouvelle génération, vous êtes exactement dans le même groupe de Balthazar. Donc avant de venir me fatiguer dans mes commentaires, regardez déjà vous-même votre comportement.